Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois Georges Jugeux, spécialiste de la finance internationale, enseignant à New York, ancien vice-président de la bourse new-yorkaise et auteur d'un ouvrage qui vient de paraître aux éditions Odile Jacob intitulé Wall Street à l'assaut de la démocratie, comment les marchés financiers accroissent les inégalités. Bonjour Georges Jugeux. Bonjour. D'où vient ce désamour complet par rapport aux marchés financiers que vous connaissez bien, que vous avez soutenu, vous avez fait une partie de votre carrière? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que depuis 15 ans, j'ai quitté la bourse et un certain nombre de phénomènes se sont produits. Il y a eu une crise financière en 2008 et il y a eu une série de développements et de mesures qui ont été prises, qui ont accru les inégalités. J'ai fait un livre là-dessus. Et puis j'ai dû le réécrire quand la pandémie est arrivée. Parce que là, on en a remis. Et on en a remis beaucoup plus et beaucoup plus vite. Et c'est donc un révélateur, la pandémie. A révélé ce que vous disiez déjà. Oui. La pandémie, les dérives inégalitaires que l'on connaît existaient avant. Et dans les livres précédents, ce que j'ai essayé aussi de dire, attention. Alors, le problème, c'est qu'après avoir essayé de corriger, on s'est retrouvé avec la pandémie. Et là, on en a remis quand même beaucoup. Parce que vous vous attendiez, un jour d'après, vous attendiez à ce que les marchés prennent conscience? Je m'attendais à ce que les marchés se rendent compte des difficultés. Ah bon? Et quand ils ont reçu la claque de la pandémie, et à un moment donné, ils ont fait une correction importante qui, entre vous et moi, était parfaitement supportable et devait être simplement, en mars 2020, oui, environ 30%. D'accord. Sur les cotations. Pour ramener la bourse où elle est aujourd'hui, les banques centrales en ont mis, à travers le monde, 9 000 milliards oui, et les gouvernements, 16 000. Alors, je ne dis pas que je ne m'y attendais pas, mais c'est exactement ce qu'il ne fallait pas faire. Pourtant, on dit qu'on a très bien géré à la fois celle de la crise de 2008 et la crise de la pandémie. Et si on avait eu ces outils-là en 29, on ne serait pas arrivé à 33, le nazisme et la Seconde Guerre mondiale. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Non, je suis assez d'accord que par rapport à 29, c'est tout à fait certain. Et notamment, le rôle des banques centrales a beaucoup changé. D'accord. Mon point n'est pas d'essayer ici de dire qu'il ne faut pas intervenir. Je dis simplement, est-ce que on en a mis tellement? On a mis des quantités extrêmement rapides. Il faut vous rendre compte qu'en 6 semaines, on a mis autant d'argent des banques centrales que pendant les 10 ans qui ont suivi la crise et où il y a eu plusieurs tranches d'intervention. En 6 semaines. Fallait pas? Il fallait mettre moins, regarder et surtout s'assurer que ça aille dans l'économie. À partir du moment où vous mettez aux États-Unis 3 000 milliards de dollars et à peu près la même chose en Europe, à partir de ce moment-là, l'argent devient de la liquidité qui est entre les mains des acteurs. Ils ne trouvent plus de moyens d'obtenir un rendement puisqu'on a en même temps baissé les taux d'intérêt. Il ne reste plus que la bourse. Et ils se sont engouffrés, les volumes le prouvent. Mais pourquoi vous allez jusqu'à dire que les marchés menacent la démocratie? Parce que, et c'est la citation du début du livre, d'Eleanor Roosevelt, la femme du président Roosevelt, il n'y a pas de démocratie sans égalité. Et je crois que c'est le point numéro 1. Nous devons savoir que non seulement nous vivons des inégalités, mais que si nous ne les corrigeons pas, inévitablement, ça va être la structure démocratique qui va être posée, et ça peut prendre deux formes, la dictature ou la révolte. Pourquoi les marchés ne comprennent pas ça? Que c'est, après tout, ce que vous dites, l'intérêt des marchés de réduire les inégalités? C'est l'intérêt de tout le monde. Le problème, c'est que les acteurs de l'inégalité s'appellent les gouvernements, les banques centrales et les grandes entreprises. Et vous allez loin, vous parlez de corruption entre eux. Collusion. Collusion, oui. D'accord. L'influence, oui. Ce que l'on appelait en 68, j'étais à 68 tard, les alliances objectives. Les intérêts sont communs. Ouais. Et bien entendu, si on a réduit l'impôt des sociétés de 75% et qu'il représente maintenant moins de 10% des recettes de l'État, ça ne s'est pas fait uniquement au niveau des entreprises et des marchés. On a dû convaincre des parlements et des gouvernements de le faire. Donc une complicité, là. Là, on a actionné, il y a tout le lobbying qui existe, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, pour y arriver. Et il est clair qu'il y a entre ce monde-là des symbioses
qui vont devoir être corrigés. Je comprends que les marchés, ce que vous dénoncez dans ce livre, soient court-termistes. Oui. Mais les États, non. Les gouvernements, non. Ne devraient pas être court-termistes. Les États sont court-termistes parce que les opérateurs de marché à court terme sont de plus en plus nombreux par rapport à ceux qui veulent investir à long terme. Les gouvernements sont short-termistes par structure. Un gouvernement ne s'intéresse jamais à ce qui se passe au-delà de l'élection suivante. Oui, mais ça fait 5 ans quand même. Or, les marchés ne fonctionnent pas sur 5 ans. Non. C'est beaucoup plus court. Nous sommes tout à fait d'accord. Mais la correction dont nous devons parler, c'est une... Prenons la transition énergétique, pour laquelle les marchés seront essentiels. Oui. C'est du 20 ou du 30 ans. Exact. Bon, alors pourquoi dépense-t-on l'argent maintenant dont on va avoir besoin pour la transition énergétique ? Pour découvrir qu'on ne peut pas emprunter parce qu'on a trop. Et qu'on risque d'avoir à ce moment-là une crise de défaut souverain d'un pays ou d'un autre. Parce que, aujourd'hui, on doit résoudre le problème immédiat. S'il faut, à ce moment-là, augmenter les impôts des sociétés, et vous savez qu'il y a maintenant quelque chose qui est en piste dans ce domaine, modeste, mais qui commence, c'est quand même une bonne nouvelle, il n'y a pas que de mauvaises nouvelles, cet élément-là, cette correction-là, va avoir un impact sur le déficit des gouvernements qui va diminuer, donc on va emprunter moins et on va s'endetter moins. Il y a aussi toute une tendance dans l'investissement qui, elle, n'est pas short-termiste et qui sont tous ceux qui croient à ce qu'on appelle ESG, c'est-à-dire environnement, social et gouvernance. Et je vous donne un chiffre, les fonds qui investissent là-dedans représentent 7 000 milliards de dollars, les hedge funds n'en représentent que 3. Oui. Donc, il y a dans la population, et c'est ça qui est fascinant dans le problème, c'est pour ça que je parle de la démocratie, il y a pour le moment des mouvements dans la population qui forcent les gouvernements, les opérateurs d'entreprises, etc., à se poser un certain nombre de questions et peut-être à tempérer un petit peu certaines des inégalités. Donc, pour vous, les menaces, les risques, ce n'est pas tellement l'inflation. Pour vous, la vraie menace, c'est les taux d'endettement des États. C'est la crise de la dette au total. Ça peut être le gouvernement, ça peut être des grandes entreprises. Nous venons de vivre une crise qui n'a l'air de rien, mais qui est quand même relativement importante. Une société immobilière chinoise, Evergrande, est en difficulté et se promène avec 300 milliards de dettes. D'accord ? Donc, elle a déjà fait un petit. Il y a une autre entreprise qui maintenant est en faillite. Et nous ne savons pas ce que ça va représenter. Le problème du marché immobilier et de la faiblesse structurelle de la Chine en matière financière est occupé à être exposé. Et c'est un risque pour le monde. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait concrètement, Georges ? Vous avez des recommandations. Changer la mentalité des marchés. Alors, je dirais ceci. Si on accepte de se dire que quelque part, on a augmenté les inégalités et qu'il est temps de rééquilibrer, il ne s'agit pas d'aller tout à gauche ou tout à droite, ce n'est pas ça le sujet, ce n'est pas le populisme. Si vous acceptez le cas, et ça c'est le grand changement de mentalité, à ce moment-là, vous vous dites quoi ? 1, les gouvernements vont augmenter les taxations et diminuer leur budget déficit pour que les entreprises y coopèrent. 2, les banques centrales vont devoir diminuer leurs interventions sur le marché et augmenter les taux d'intérêt. 3, et vous êtes sur le monde des entreprises, il faut arrêter de racheter ces actions en bourse pour faire monter le cours. Voire les sortir de la bourse. Il faut aussi ne pas continuer à payer des dividendes envers et contre tout. Vous savez, nous vivons dans un monde très étrange, parce que c'est les acteurs qui sont le problème. Si, aujourd'hui, vous mettez 10 000 personnes à pied, le cours de bourse va monter. Si vous osez toucher aux dividendes, le chef d'entreprise est viré. Franchement, ils sont prêts ou pas les marchés pour ce genre de recommandations ? Non. Les marchés sont tout à fait prêts parce que c'est les acteurs qui doivent être convaincus. Ce sont ceux qui, derrière... Parce que le marché lui-même, c'est un carrefour. Il ne faut pas reprocher au carrefour d'être coincé. Il faut se demander ce que font les automobilistes. D'accord ? Mais c'est là-dessus que nous sommes. Les entreprises, les gouvernements. Et donc, par rapport à cela, il y a moyen. Et je voudrais le dire. L'ESG dont je parlais tout à l'heure et des montants pour le climat. Moi, je suis sidéré. C'est venu des jeunes. Qu'est-ce qu'on a attaqué Greta Thunberg quand elle a osé dire ce qu'elle a dit ? Et elle dit à Milan, il y a 3 semaines, que les gouvernements, c'est blablabla. Et elle a raison. Les faits le prouvent. La France ne soutient pas et ne prend pas les mesures nécessaires
pour la COP 21, qui est son œuvre. Ouais. Donc soutien de Greta Thunberg, très bien. Donc vous soutenez la taxe carbone à l'entrée dans l'Union européenne. Je soutiens toutes les mesures qui vont parvenir à faire évoluer l'utilisation. Je vais vous donner un exemple. Le e-commerce, d'accord, dont tout le monde parle. Est-ce que quelqu'un s'est jamais posé la question de savoir ce que ça coûte de transporter dans des camions et dans des voitures toute une série de choses qu'on allait avant chercher au magasin à pied? Est-ce qu'on se pose les questions de qui pollue et comment on pollue? À partir du moment où vous le regardez, vous savez, moi, la taxe carbone, j'aime pas que ce soit une taxe qui soit organisée pour le carbone, parce qu'entre nous, il y a des inégalités. Si on veut taxer, on peut peut-être les donner à quelqu'un d'autre. Mais par contre, c'est nos comportements. Nous avons tous ce problème-là. Et nous vivons maintenant dans un monde qui continue à croître et embellir les sources de pollution. C'est extraordinaire. La Chine représente 51% de l'utilisation du charbon dans le monde. Bon, elle fait ce qui est nécessaire. Est-ce que nous faisons le nécessaire? Et là, par contre, mettre son épargne dans des fonds qui sont vraiment investis dans des gens qui essayent de sauver le problème du climat, c'est vertueux. Et c'est bon. Et à ce moment-là, les entreprises qui ne jouent pas ce jeu-là vont y perdre. Et c'est ce qui s'est passé. Les entreprises pétrolières ont perdu 40% de leur valeur. Merci beaucoup, Georges Jugeux, pour vos réponses. L'invité de l'économie, eh bien, c'est terminé. Mais évidemment, vous retrouvez cette émission sur france24.com. Au revoir. La culture à l'heure française. Musique, cinéma, littérature, mode, gastronomie, toute l'actualité des festivals, des expositions et des spectacles de l'Hexagone et du monde. À l'affiche sur France 24 et france24.com.